Eh bien, bonjour, merci d'être là pour cette dernière conférence de Volcamp, avant la clôture, juste après. Et donc, on va parler pendant cette présentation de browser, et on va essayer de répondre à la question est-ce que c'est possible aujourd'hui de recréer un navigateur web from scratch? Spoiler, oui, c'est possible. On va voir les différents cas qui peuvent prouver ceci. Donc moi je m'appelle Pierre, je travaille sur le projet Light Panda. Étonnamment, c'est un projet qui est de créer un navigateur web qui est dédié au web scrapping. On va en parler. Alors un navigateur web, c'est quoi? D'après Wikipédia, c'est un programme qui est utilisé par un utilisateur donc à partir d'une URL en général donnée par un utilisateur, le navigateur va requêter un serveur, récupérer une réponse et afficher le résultat sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc du coup, avec cette définition-là, on parle de navigateur. Tout de suite, on pense évidemment à curl. Curl, le libc pour faire des requêtes HTTP, entre autres, pas que. Mais il y a aussi donc une ligne de commande. Et curl, lorsque, par exemple là, je tape l'URL volcamp.io, va m'afficher le HTML, donc là le début du HTML du site internet. Donc, du coup, je suis un utilisateur, je veux récupérer une page web, curl c'est un programme, je lui donne une URL, il récupère les fichiers, il m'affiche le résultat sur mon écran, c'est un navigateur finalement. Bon, pas exactement, on le sait, un navigateur, le web, on pense aux liens, mais pas que. On aime bien aussi quand on utilise un navigateur, le HTML c'est sympa, mais on aime bien avoir un rendu graphique, voir des images, voir des vidéos, plein d'autres choses quoi. Et pour faire ce travail-là, un navigateur s'appuie sur un moteur de rendu. Donc les moteurs de rendu sur les navigateurs les plus connus, il y a Gecko qui est utilisé dans Firefox, qui est développé depuis 1997. Il y a Trident qui a été forqué en Edge HTML, qui a été développé par Microsoft, utilisé dans IE et au départ dans la première version de Edge, qui ne sont plus maintenus et développés aujourd'hui. Et on peut citer aussi KHTML, qui était créé au départ par le KDE pour le projet Conqueror, qui a été forqué en 2001 sous la forme de WebKit, qui lui-même est encore maintenu et développé pour Safari et Conqueror, là, qui sont migrés sur WebKit. Et en 2013, il y a Blink qui a été forqué de WebKit par l'équipe de Google pour Chromium et Chrome, et qui aujourd'hui sert aussi sur Edge, Opera et pas mal de moteurs comme ça, quoi. Donc il y en a, ça c'est les très gros qu'on connaît. Donc la particularité, c'est que d'une part, les premières versions datent de la fin des années 90, et on peut remarquer quand on veut partir sur une nouvelle version, on ne repart pas de zéro, on repart en général sur un fork pour utiliser. Donc Blink en fait a du code encore de KHTML qui date de 98 typiquement. Mais ce ne sont pas les seuls. On peut citer NetSurf, donc qui est un navigateur développé en C, qui est utilisé plutôt sur les plateformes Unix, Linux, mais qui est compatible pour d'autres. Et donc il y a un moteur de rendu développé en interne. Donc là on peut voir le résultat sur la page de Volcamp. Alors c'est nettement mieux que curl, hein. Voilà, on a quand même un rendu, du HTML, du CSS, on peut voir l'image, mais le résultat n'est pas parfait. Il y a encore des différences quand même, avec le Chrome ou Firefox. On peut citer aussi Servo. Servo, lui, c'est pas un navigateur, mais au départ, c'est vraiment un moteur de rendu qui a été développé par Mozilla en tant que projet de recherche à partir de 2012. L'idée, c'était de montrer qu'il était possible de créer un moteur de rendu en partant de zéro. Il a été développé en Rust. Ça a été un des premiers gros projets à utiliser Rust et qui a permis aussi de développer Rust en parallèle.
Il n'a pas intégré le projet Firefox qui est resté sur Gecko comme rendu. Par contre, il y a des morceaux qui ont été intégrés dans Firefox, entre autres le parsing CSS et d'autres morceaux Rust et donc de ce projet-là qui ont été intégrés. Et donc on voit, il a été en pause un certain temps et depuis 1 an et demi, un truc comme ça, il y a le développement qui est redevenu actif sur ce projet. Il n'est pas encore parfait en termes de rendu, mais sur l'exemple de Volcamp, on peut voir que le rendu est tout à fait correct et il marche quand même plutôt très bien, quoi. Une chose à noter par rapport à ces moteurs de rendu, à la différence donc de NetSurf qui est en C et de Servo qui est codé en Rust, tous les autres, c'est du C++, quoi. Voilà. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin pour un navigateur? Non. Il nous manque, voilà, le JS. Aujourd'hui, de tout temps, mais d'autant plus maintenant, surfer sur Internet, on a besoin d'exécuter du JavaScript. Et pareil, pour faire ça, les navigateurs utilisent des moteurs de JavaScript. Donc le moteur de JavaScript va être là pour parser JavaScript, l'exécuter. Donc dans ceux à noter, les gros qui sont utilisés, SpiderMonkey sous Firefox, qui est aussi utilisé dans d'autres projets comme Mongo ou GNOME pour exécuter du JavaScript, évidemment. Il y a JavaScript Core qui est utilisé dans Safari et dans Bun. Bun, c'est un runtime JavaScript comme peut l'être Node.js. V8 qui est celui de Chrome, de Edge et donc de tous les navigateurs qui sont dans cette stack-là. Et aussi de Node.js à noter. Et Deno qui est Deno, c'est un projet qui est écrit en Rust, c'est aussi un runtime JavaScript comme Node.js et il s'appuie sur le moteur V8. Et enfin, on peut citer Chakra, qui était le moteur utilisé dans Internet Explorer, donc développé par Chrome, avant qu'ils utilisent V8 et qui donc maintenant n'est plus développé. Et il y en a d'autres, plus récents, moins connus. Il y a QuickJS, qui est développé par Fabrice Bellard en C, qui marche plutôt bien, qui est très light et qui marche très bien. Et des projets qui sont plus récents, il y a Kiesel et Portfor. Donc Kiesel qui est un projet de moteur JavaScript qui est écrit en Zig, on en reparlera. Et Portfor qui est un moteur JavaScript écrit en JavaScript. C'est sympa comme projet. Et qui sont beaucoup plus récents. Évidemment, c'est plus des projets qui sont en cours de développement. Voilà. Et alors une chose que moi je connaissais, je n'avais pas vraiment notion au moment de m'intéresser à ces sujets-là. Un moteur JavaScript en lui-même, donc ça parse le JavaScript, ça exécute le JavaScript, c'est déjà pas mal. Mais dans le cadre d'un navigateur, en fait, la plupart du code qu'on va écrire en JavaScript va s'appuyer sur des API web. Et ces API web, en fait, c'est du code qui est natif et donc qui est mis à disposition dans le moteur JavaScript par le browser. Donc toutes les opérations de type DOM, XHR, Fetch, Canvas, etc. Donc toutes ces choses-là, en fait, ce sont des API qui sont codées dans le navigateur. Donc pour ceux dont on a les gros dont on connaît Chrome, etc. C'est du C++, et qui sont exposés dans le moteur JavaScript pour les scripts JavaScript. Aujourd'hui, il y a environ 300 API web qui sont listés sur MDN. Et qui sont implémentés. Donc quand on dit une API web, c'est potentiellement un ensemble de types et plein de fonctions. Donc après, je ne sais pas combien ça représente de fonctions et de types, mais c'est énorme, quoi. Donc un browser, c'est quoi? Un browser, c'est un programme qui va être capable d'aller sur le réseau, de récupérer des pages HTML, entre autres, de parser ce HTML-là, d'exécuter du JavaScript, d'exposer à ce JavaScript-là des API et d'utiliser un moteur de rendu pour faire l'affichage. Alors, un autre exemple de navigateur, on va dire alternatif, et je pense que c'est la preuve celui-ci que oui, c'est possible aujourd'hui d'écrire un moteur from scratch. Ladybird, donc c'est un projet qui a été démarré en 2018 par Andreas Klink,
Ce dev, à cette époque-là, s'est lancé dans un projet, il avait du temps libre, il s'est lancé dans le projet d'écrire un OS qui s'appelle Serenity OS en C++, et la particularité de ce projet-là, c'était de réécrire tout from scratch et d'avoir aucune dépendance. Donc il a travaillé sur cet OS-là, et au cours de ce développement de l'OS, il s'est attaqué à la question du navigateur, et pareil, en partant de zéro, il a écrit le navigateur, il a écrit le moteur de rendu, il a écrit un engine JavaScript. Et alors aujourd'hui, le navigateur a été forqué par rapport à Serenity OS, enfin a été séparé, les deux projets ont été séparés parce qu'il prend un peu plus il travaille maintenant à plein temps sur le navigateur uniquement. Il a eu des financements pour ça. Mais le projet prend de l'envergure et donc il commence à intégrer des librairies externes, entre autres. Le but c'était d'utiliser FFmpeg pour décoder les vidéos, voilà. Déjà voilà, on voit le rendu qui est quasiment parfait, qui fonctionne déjà carrément bien. Et leur objectif, maintenant il y a une équipe, c'est d'être capable d'avoir un navigateur fonctionnel d'ici un an à peu près, quelque chose comme ça, quoi. Mais ils sont déjà hyper avancés en ayant commencé de zéro vraiment depuis 2018. Alors pourquoi on peut se lancer dans un nouveau navigateur? Dans notre cas, c'était à cause du scrapping. Donc qu'est-ce que le web scrapping? D'après Wikipédia, le web scrapping, c'est le fait d'extraire d'un programme qui extrait de la donnée à partir de sites internet. Donc on a un programme, il se connecte à un serveur web, il récupère une donnée, en général un HTML, et il va extraire de ça une partie de la donnée. Donc ça ressemble étrangement au fonctionnement d'un navigateur, à la différence près qu'on n'a pas d'utilisateur. Et il se trouve que le monde du scrapping, en fait, il y a beaucoup de gens qui en font, mais en général on ne s'en vante pas trop. Parce qu'aller extraire de la donnée sur les sites internet publics, en général c'est pas sur les nôtres, et on évite de trop en parler. C'est pas interdit, mais on s'en vante pas, quoi. C'est quelque chose qui est utilisé dans les moteurs de recherche. Google, pour pouvoir proposer des résultats, vient avec le Googlebot parcourir les pages web pour les indexer. C'est utilisé pour récupérer des contacts commerciaux sur LinkedIn ou ce genre de choses, dans l'e-commerce pour récupérer des prix, etc. Aujourd'hui, on en entend parler pas mal à cause de l'IA. Il y a pas mal de moteurs, enfin, il y a pas mal de robots, en particulier d'OpenAI ou d'autres, qui viennent récupérer l'information sur les sites internet pour entraîner les modèles. Ça peut être aussi utilisé lors de l'utilisation des modèles pour aller récupérer de la donnée qui soit plus récente dont vous ayez besoin dans vos process. Juste pour appuyer sur le fait que tout le monde en fait, personne ne s'en vante. Là, c'est un extrait de la plainte contre Amazon anticoncurrentielle, je ne sais plus de quelle année, il y a récemment, où on reprochait à Amazon en fait d'appliquer des contraintes trop importantes ou unfair à des vendeurs sur leur marketplace. Et en fait, donc Amazon surveille les prix de vente dans les marketplaces concurrentes de ces vendeurs pour s'assurer que ces vendeurs vendent les produits au moins cher chez eux, quoi. Et donc pour ça, ils s'appuyaient fortement sur du web scrapping. Donc c'était essentiel pour eux, quoi. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire du web scrapping? Donc là, c'est un petit programme Go. C'est assez basique. La première étape, c'est je veux récupérer. Donc je fais une requête HTTP sur une URL. Donc là, ce qui est passé en paramètre. Donc pour récupérer un HTML. La deuxième étape, c'est de parser ce HTML, donc transformer le texte en un arbre de nœuds. Et enfin, la troisième étape, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Cascadia pour parcourir cet arbre de nœuds HTML et extraire des infos en fonction d'une query. Là, le but, c'est de récupérer toutes les balises de type A, donc tous les liens. Et enfin, on va parcourir ces nœuds extraits pour afficher l'attribut href. Donc le programme, quand on le lance sur Volcamp, il va lister tous les liens qui sont disponibles sur la page. Et donc, ça c'est un exemple de scrapping qu'on peut faire.
Mais rapidement, quand on est dans ce domaine-là, on a des problèmes sur certains sites. Par exemple, ici, c'est un site de recherche pour le site Hacker News. Donc on voit que sur notre page, il affiche des liens. Mais si on lance le programme qu'on a vu juste avant, sur ce site-là, eh ben, on n'a aucun résultat, quoi. Donc, pourquoi on n'a aucun résultat? À cause du JavaScript. En fait, ce site, pour afficher la liste, quand on télécharge directement le premier HTML, la seule chose qu'il renvoie, c'est un script JavaScript. Et ensuite, c'est en exécutant ce script-là qui va appeler une API et lister des liens, récupérer des liens, pardon, et les lister, quoi. Donc c'est le JavaScript qui va insérer, modifier le HTML pour insérer les liens dans la page. Et ça, tant qu'on n'exécute pas le JavaScript, quand on scrape, eh ben, on ne voit pas ces résultats-là, quoi. On a juste une balise script et puis c'est tout, quoi. C'est pas du tout ce qu'on veut quand on fait du scrapping. Et malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui fonctionnent comme ça. Soit c'est une partie de la page, les informations qui ne sont pas accessibles directement sans JavaScript, soit c'est des infos qui sont là mais qui sont mises à jour après coup par JavaScript. Voilà. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus courant d'avoir besoin de JavaScript pour récupérer une info sur une page. Du coup, comment on s'en sort en scrapping? Eh ben, on utilise un navigateur, bizarrement. Le Chrome qu'on installe sur nos PC a une option qui s'appelle Headless quand on le démarre. Et lorsqu'on le démarre avec cette option-là, il ne va pas afficher de fenêtre sur notre appareil. Le but de ce format de Chrome, en fait, en mode headless, c'est d'être utilisable en général pour des tests. Donc on va le commander avec des outils comme Playwright, Puppeteer ou Selenium. Donc on va être capable de scripter par cet intermédiaire-là, c'est Chrome. Et donc on va utiliser des protocoles. Donc là il y a CDP qui est le Chrome DevTool Protocol ou WebDriver pour le cas de Selenium. Et donc c'est des protocoles exposés par Chrome qui vont nous permettre de piloter le Chrome avec des scripts et donc de faire des actions comme sur notre navigateur normal pour opérer des changements. Donc ça c'est utilisé pour les tests et en scrapping on va utiliser la même chose parce que ça nous permet d'utiliser un navigateur, d'exécuter le JavaScript sans pour autant qu'il y ait un utilisateur derrière, quoi. Mais ce qui est à noter dans ce fonctionnement-là, c'est que Chrome va quand même calculer le rendu graphique de ce qu'on va faire. Ce n'est pas parce qu'il ne va pas l'afficher qu'il ne va pas le calculer, en fait. La preuve, c'est que quand on est en train d'utiliser Chrome de cette manière-là, on peut quand même lui demander de faire une capture d'écran ou de générer un PDF, et donc on va avoir le résultat comme si on l'avait utilisé dans un environnement graphique. Donc c'est bien la preuve que Chrome va malgré tout faire tout ce travail-là, et qui est bien souvent est juste inutile dans le cas du scrapping. Un exemple là, donc c'est pour le même problème qu'avant. C'est du JavaScript avec Puppeteer là. Donc on crée un browser context, c'est l'équivalent de créer un tab. On ouvre une page dans ce tab, on va sur on va sur l'URL de Hacker News, de recherche. Et une fois qu'on a chargé cette page-là, on exécute un JavaScript qui, comme tout à l'heure en Go, va parcourir tous les tags de type A et va sortir la valeur du href. Et donc là, ce coup-ci, ça fonctionne. On a bien ce qu'on veut par l'intermédiaire du Chrome, quoi. Le JS est bien exécuté. Parfait. Mais évidemment, le problème, donc ça marche bien sur mon PC, pour le faire une ou deux fois. Par contre, quand on veut industrialiser sur ce type de fonctionnement-là, ça devient compliqué rapidement. Le problème, c'est que Chrome, c'est un logiciel qui est quand même gourmand en ressources, on s'en rend compte quand on l'utilise. Donc imaginez quand on est sur un serveur et qu'on en fait tourner beaucoup pour scraper des pages, il faut des grosses machines pour faire ça. En plus, quand on l'utilise vraiment en continu, de manière un peu intensive, il peut devenir instable. Donc souvent, on a besoin de les killer, de les redémarrer, etc. C'est pénible. Et le démarrage de ces programmes est plutôt lent. C'est casse-pied à dockeriser, enfin bon, bref. Et pourquoi? En fait, c'est parce que Chrome, c'est pas fait pour faire ça, quoi. Clairement, c'est vraiment, on lui tord le bras pour le faire fonctionner comme ça. C'est un outil qui est fait pour être utilisé sur un desktop et pas dans ce mode-là, et surtout pas à cette échelle, quoi. Pour avoir une idée, là, c'est un monitoring
de serveurs de Chrome qu'on utilisait chez mon ancien employeur. Donc on scrapait 3,6 millions de pages par jour, ce qui n'est pas non plus monstrueux, mais pour faire ça, il fallait quand même 8 serveurs assez puissants chez AWS. Et donc ça nous coûtait autour des 7 000 $ par mois. C'est quand même pas négligeable, quoi. Et donc de cette expérience-là, avec mon associé, on s'est dit mais pourquoi on ne créerait pas un nouveau navigateur finalement. Et ce nouveau navigateur, l'idée c'était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le meilleur des deux mondes entre curl d'une part, sa légèreté, son efficacité, et Chrome pour l'aspect exécution JavaScript, quoi. Et donc le prérequis là-dedans, c'est d'être plus léger que Chrome évidemment. Donc c'est apporter l'exécution JavaScript, donc se comporter vraiment comme un navigateur, mais le raccourci qu'on peut se permettre quand on est en mode de scrapping, c'est de dire on ne fait pas de rendu graphique. Ça nous arrange parce qu'on n'en a pas besoin, tant pis, on ne fera pas de screenshot ou quoi que ce soit. Et puis accessoirement, c'est quand même la partie qui est quand même particulièrement difficile à développer, donc ça nous arrangeait bien de ne pas la faire. Et du coup, l'idée c'est de se dire, vu qu'on va créer un vrai navigateur, on voudra, le but aussi c'est qu'il soit facilement remplaçable, enfin qu'on puisse remplacer Chrome Headless tel qu'on l'utilisait auparavant par ce nouveau navigateur là, quoi. Donc du coup pour faire ça, les étapes c'est avoir créé le nouveau fonctionnement d'un navigateur, être capable de charger des pages web sur le réseau, parser le HTML et ensuite être capable d'embarquer un moteur JavaScript et d'exécuter le JavaScript. Facile. Donc, comment on fait concrètement ? On a commencé par le JavaScript parce que, a priori, c'était la partie la plus compliquée du projet. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'on va y arriver, quoi ? On n'était pas sûr non plus. On a pris une décision, donc du coup, le from scratch est peut-être discutable dans notre cas. On est parti en utilisant V8. L'avantage c'est qu'il est performant, il est utilisé dans plein de navigateurs déjà, c'est rassurant potentiellement pour nos futurs utilisateurs, et l'avantage de V8, au-delà du fait qu'on n'a pas besoin de développer un moteur JavaScript, c'est qu'il y a pas mal de ressources disponibles parce qu'il est embarqué à la fois dans Chrome et Chromium, mais aussi dans Node.js, aussi dans Deno du coup. Donc on pouvait s'appuyer sur des exemples de code disponibles pour nous donner des pistes, et aussi sur pas mal de docs, des discussions sur les mailing lists, etc. C'était un bon candidat. Du coup, comment est-ce qu'on utilise V8 ? V8 est codé en C++. Et donc évidemment, pour pouvoir utiliser V8, il faut communiquer avec ces API. Et donc il y a deux niveaux de choses à faire. Il y a d'une part être capable de instancier un V8, le lancer, le faire tourner, être capable de lui injecter des scripts JavaScript pour les exécuter. Ça c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose qui est être capable d'exposer nos API natives au sein de ce V8. Et ensuite, une fois qu'on a décrit nos API, être capable de faire communiquer nos instances natives avec les objets V8 en face, quoi. La question s'est posée de quel langage choisir pour créer ce projet. On aurait peut-être dû partir sur du C++, c'est ce qui paraît la solution la plus logique étant donné que V8 c'est du C++, qu'il y a quand même pas mal d'environnements sur le browser qui tournent avec ça. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas faire du C++, on n'était pas ni capable, ni envie, ni rien, donc on l'a écarté direct. Donc du coup il y avait d'autres candidats, donc les contraintes qu'on avait, communiquer avec C++, avec V8 pardon, qu'on soit capable de l'utiliser, de l'apprendre en fait tout bêtement, c'était une chose importante, et puis si on pouvait avoir des libs pour éviter de réécrire tout le parsing HTML, éviter de réécrire le DOM, ça aurait été plutôt cool, quoi. Donc on avait un certain nombre de candidats qu'on a un peu évalués. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails pourquoi on a écarté les autres par manque de temps, mais sachez qu'on a choisi d'utiliser Zig. En partie parce qu'il y a déjà un projet qui s'appelle Zig V8 qui faisait déjà un certain nombre de connexions entre l'API C++ et Zig, et aussi parce que dans Zig on peut intégrer facilement des libc, et on a pu réutiliser deux librairies qui viennent de NetSurf, qui sont Hubhub, le parsing du HTML,
et libDOM qui est une grosse partie de l'implémentation du DOM. Donc, ces trois choses plutôt étant là, ça a penché dans la balance de Zig, pas que. Donc Zig, c'est un langage qui est assez récent, qui a 8-9 années d'existence. Il est très simple à apprendre, la syntaxe est plutôt simple. Il est proche de C, mais grosso modo c'est C en plus moderne. C'est un peu l'argument de pas mal de langages, mais celui-là entre autres c'est ça. Il faut gérer la mémoire soi-même. C'est un langage quand même c'est proche du C. Le but il permet de gérer la mémoire soi-même, mais il a l'avantage de proposer l'allocation de mémoire explicite. Donc, en fait, le principe c'est que quand vous avez besoin d'allouer de la mémoire, vous n'allez pas utiliser des fonctions globales comme malloc. Vous allez attendre en paramètre de votre fonction un allocator de mémoire, et donc vous allez l'utiliser. L'avantage de cette technique-là, en fait, c'est que ça permet d'avoir plusieurs stratégies d'allocation. Quand on est en mode de dev, on va pouvoir utiliser un allocator qui va être capable de vérifier si on a bien désalloué la mémoire qu'on a allouée, par exemple, à la fin de notre programme, et donc le remplacer par quelque chose de plus rapide à la compile finale, par exemple. On peut aussi utiliser dans des zones de votre programme, on pouvait utiliser des allocators qui soient plus spécifiques. Par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un serveur web, vous pouvez avoir un allocator de type Arena. Au début de votre requête, vous savez que vous avez besoin de mémoire uniquement pour la durée de vie de votre requête. Vous allez créer une Arena au début, c'est une zone mémoire que vous allez utiliser. Et à la fin de la requête, quoi qu'il arrive, vous allez nettoyer cette mémoire. Donc du coup, si jamais, durant la vie de la requête, vous avez leaké, c'est pas grave, parce qu'à la fin de la requête, vous avez tout dégagé. Donc du coup, ça apporte de la souplesse à ce niveau-là, en termes de programmation. Et ça, c'est pas mal quand on a l'habitude des langages garbage collectés, avoir un peu de souplesse dans la gestion de la mémoire, ça aide un peu quand même. Une autre grande force de Zig, entre autres, c'est CompTime. CompTime, c'est du Zig qui va s'exécuter au moment de la compilation et pas au moment du runtime. Donc ça permet un certain nombre de choses, on va y revenir. L'inconvénient, ou un des inconvénients, c'est il n'est pas encore complètement stabilisé comme langage, donc du coup les montées de version peuvent être un peu douloureuses, c'est comme ça. Alors, du coup, comment on fait notre binding d'API web? Donc je rappelle, l'idée c'est dans V8, c'est d'être capable d'exposer dans JavaScript. Donc ici par exemple, on est en JavaScript, on veut proposer la possibilité de créer un point qui est un type natif, et on veut exposer la fonction up qui permet d'incrémenter l'ordonnée du point de 1. Et donc la correspondance dans notre code Zig, c'est une structure point qui a ses coordonnées, qui a un init qui est un équivalent d'un constructeur, qui renvoie un point, et donc on a notre fonction up. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux, quoi. Donc en V8, pour pouvoir faire ça, on utilise des templates, des object templates et des function templates. Donc c'est une phase là. En fait, il faut faire de la métaprogrammation pour déclarer vos structures dans V8. Donc du coup, la première chose qu'on fait, c'est on déclare un object template pour point, pour déclarer dans le JavaScript le type point. Ensuite, une chose importante, c'est que dans ce template-là, on va rajouter un field interne. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas exposé au niveau JavaScript, mais qui sera embarqué avec notre structure de points et qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Donc là, l'idée de notre internal field, c'est de stocker un pointeur qui va, à partir de notre objet JavaScript, nous permettre de récupérer et de faire pointer sur notre objet Zig en fait, correspondant. Donc ça, on déclare ça. Ensuite, on déclare une fonction de callback qu'on va écrire en Zig. Donc cette fonction de callback, en fait, son rôle, ça va être, donc pour le constructeur en l'occurrence, ça va être lorsque le constructeur en JavaScript va être appelé, le new point, cette fonction-là Zig va être appelée par V8, et donc son rôle, ça va être de transformer les paramètres provenant du JavaScript en quelque chose qui soit compréhensible pour Zig, utiliser ces paramètres-là pour appeler le vrai constructeur côté Zig, donc le init en l'occurrence, le point pour init. Une fois qu'on a récupéré notre objet Zig, on va créer une instance dans V8 correspondant à notre objet point JavaScript. Dans ce point JavaScript,
on va faire pointer notre internal field vers l'adresse de notre point zig. Et à partir de là, vu qu'on crée une adresse, on va stocker que l'adresse de point zig, il va falloir gérer la mémoire. Donc du coup, notre point zig, il va falloir la mettre dans la heap pour pouvoir continuer à l'utiliser plus tard, en fait, et pouvoir le rappeler. Et donc ça veut dire que derrière, lorsque le JavaScript va garbage collecter notre point, il faut aussi nettoyer la mémoire correspondant côté zig. Et enfin, cette fonction callback, il faut l'enregistrer dans notre template point pour dire, voilà, ça c'est notre constructeur. Et pour up, il faut se retaper tout le travail. Il faut créer une fonction callback. À partir de l'internal, donc le V8 va nous passer notre instance JavaScript. À partir de ça, on va pouvoir récupérer par l'internal field, récupérer notre objet zig en face, appeler la fonction zig. Et si on avait eu un retour, il aurait fallu transformer ces retours-là de zig vers JavaScript, des valeurs JavaScript, et enregistrer ça au niveau de V8. Facile. Donc ça, on a fait ça pour une structure avec 2 POF fonctions. Et donc, on n'a plus qu'à répéter ça pour toutes nos API natives qu'on doit développer, toutes nos fonctions, toutes nos structures. Alors du coup, pour gagner un peu de temps et simplifier un peu le travail, on a bossé sur un framework qui s'appelle ZigJS Runtime. Le but de ce framework, c'est de créer un moyen plus simple en fait, d'exposer nos API natives en Zig au niveau de V8. Et donc pour faire ça, en fait, on s'est appuyé sur CompTime. Donc le principe, c'est d'utiliser du Zig à la compilation pour générer en fait le code de tout le code qu'on a vu avant qui était nécessaire pour V8. Quoi. Donc, du coup, avec ce framework-là, on peut réécrire notre point un tout petit peu différemment. On utilise donc ZigJS Runtime pour point reflect. Donc ça permet d'enregistrer notre type de point en disant je veux exposer point au niveau de mon moteur JavaScript. Et ensuite, ça marche par des conventions. Notre point, en fait, notre constructeur, il doit s'appeler constructor pour être déclaré automatiquement au niveau de V8. Il va transformer, donc il va créer lui-même la fonction de callback Zig pour transformer les arguments, gérer la mémoire, donc créer le point dans la bonne zone mémoire, enregistrer ce point côté JS. Et ensuite, tout ce qui est fonctions qui commencent par underscore, pareil, elles vont être automatiquement déclarées dans V8. Et les getters et les setters, pareil, avec get underscore ou set underscore. Donc ces conventions-là nous permettent en fait d'écrire que du code Zig à cet endroit-là, simplement, et automatiquement, entre guillemets, le framework va s'occuper de tout ce qui est la transformation pour l'exposer dans V8. Derrière le fonctionnement elle-même, on a gagné l'accessor en plus par rapport à tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a un moteur JS, il ne reste plus qu'à coder les 300 Web API. Facile. Alors les 300, c'est que j'exagère un tout petit peu, tout ce qui est WebGL, les genres de trucs, Canvas, a priori, on ne va pas le faire puisque ça ne nous intéresse pas. Mais bon, il en reste quand même pas mal. Alors, gros avantage là-dessus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de docs. Les specs sont bien déclarés, MDN, plus les spectres sont quand même là pour nous aider. Donc, on en a écrit quelques-unes, mais il y en a encore plein à écrire, évidemment. Et en plus, sur celles qu'on a écrites, potentiellement, elles ne sont pas complètement complètes. Bon. Un autre avantage aussi maintenant, c'est qu'il y a les web platform tests. Donc ça, c'est un truc très cool. C'est un travail qui est fait par tous les navigateurs, qui est d'écrire des tests HTML pour vérifier le fonctionnement des navigateurs et vérifier qu'ils respectent bien les specs en face, quoi. Donc du coup, c'est des pages HTML en général qui sont exécutées et dans lesquelles on peut vérifier que les tests passent, quoi. Donc du coup, ça existe. Donc les navigateurs l'utilisent, quoi, évidemment. Et donc nous, on a intégré dans notre process de développement l'intégration de ces tests web platform. Donc ça permet d'augmenter notre couverture de tests énormément, puis après de voir plein de problèmes, évidemment. Donc on a un moteur JS, cool. On a une partie des web API développées, très bien. Donc il nous reste à faire le reste, entre guillemets, l'implémentation du type browser, la session, la page, ce genre de choses. L'avantage, c'est que tout ce qui est fetch du réseau, on s'appuie sur la lib standard de Zig, qui a quelque chose qui est assez basique, mais qui fonctionne.
Le parsing HTML, on réutilise NetSurf. Il faut implémenter le fonctionnement pour récupérer les autres ressources, les scripts potentiellement, enfin surtout les scripts en l'occurrence, potentiellement les CSS, même si ce n'est pas encore le cas. Et puis, il faut implémenter d'autres choses, être capable de gérer les cookies, pouvoir customiser les headers, alors les proxys HTTP, c'est important dans le cadre du web scraping, ça n'existe pas encore, mais ça va venir. La sync, c'est pas facile avec Zig, mais on y travaille. Il faut implémenter les interactions, bref, il manque plein de trucs. Mais il y a déjà des bases. Du coup, une mini démo du projet. Mini démo, parce que c'est pas très graphique en fait, évidemment. Comment je sors de là? Ici, j'ai un exemple de site internet en local, donc c'est un site d'e-commerce. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il y a une grande partie de la donnée qui est récupérée à partir JavaScript. Si je recharge, si je désactive JavaScript sur mon navigateur et que je recharge la page, je recharge la page, voilà. Donc la plupart des infos ne sont pas là parce qu'elles sont chargées par des requêtes XHR en fait. Donc si je lance le navigateur sur cette URL là, donc on a une petite version en ligne de commande où on peut juste lancer une requête et lancer l'option dump. Donc le but du dump, c'est d'exécuter le chargement de la page et derrière de calculer le JS et de dumper le HTML rendu. Donc on voit, il a fait un certain nombre de choses. Il a chargé la page au départ. Il a démarré un environnement JS. Et ensuite, il a détecté qu'il y avait un script JavaScript à télécharger. Donc il allait le fetcher. Il a lancé son exécution. Ça a déclenché des requêtes XHR sur différents endpoints. Et voilà, très graphique. Et donc le résultat, c'était là. Hop. Donc le résultat du dump HTML, en fait, on voit bien que, au-delà du fait qu'on n'a plus les images, en fait, on récupère bien les infos. Donc le JavaScript a été exécuté, l'XHR a été résolu, et donc on a récupéré les infos. Si j'ai fait la même chose avec curl, et bien évidemment, pareil, le JavaScript n'a pas été exécuté, donc je n'ai pas des infos. Donc on arrive à avoir du coup un moteur qui a du curl plus du JS sur un ensemble maîtrisé. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini, parce que l'idée c'est que ce navigateur-là soit facilement puisse remplacer un Chrome Headless. Donc du coup, on a encore implémenté les moyens de se connecter à Chrome Headless, donc pour être compatible avec des outils comme Puppeteer ou Playwright qui sont utilisés dans le cadre du web scraping. Donc ça, c'est en cours d'implémentation. Une première version est en cours d'implémentation. Donc juste pour info, pour l'instant on fait que le Chrome Debug Protocol. C'est un serveur WebSocket et donc pareil, il faut implémenter toute une interface, enfin plein de messages. Donc on va en supporter un certain nombre, autant que faire se peut, mais c'est encore partiel. Donc en conclusion, est-ce que c'est possible de créer un browser from scratch? Oui, c'est possible, mais c'est pas facile, vous vous en doutiez. Mais le vrai exemple, je pense, pour le coup, le plus complet, c'est Lady Bird, qui est vraiment une preuve que c'est possible. Dans l'autre cas, on essaie de prouver que c'est possible aussi, partiellement sans doute, en prenant des raccourcis comme de ne pas avoir de rendu graphique, mais c'est possible. Et honnêtement, c'est très intéressant. Et si vous avez un scope qui est limité, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est peut-être même plus simple dans ce cadre-là qu'il y a un certain nombre d'années, parce que maintenant vous avez plein de specs qui sont bien carrés, parce que maintenant il y a des tests qui existent qui vous permettent de valider que vous respectez bien ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une aide importante. Merci beaucoup de votre attention. Il me reste 5 minutes pour les questions. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. Donc vous parliez de l'utilisation au début de Chrome Headless pour les tests fonctionnels. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer Lightpanda pour faire la même chose? Oui. Oui. A priori, c'est tout à fait imaginable, à condition que
les tests n'aient pas besoin d'avoir de rendu graphique pour être utilisable. Mais si le but c'est de vérifier l'arbre HTML une fois que le JavaScript s'est exécuté, oui, ça pourrait être tout à fait utilisable comme ça, tout à fait. Merci pour le talk. Et bravo, c'est impressionnant comme projet. Moi, j'avais des questions au niveau de tout ce qui est optimisation en général de ce genre de projet, du type gestion de cache, aussi le fait de pouvoir filtrer quel script JavaScript on va exécuter, par exemple les third parties, etc. Je me demandais où vous en étiez là-dessus. Et puis, aussi, question dans la question, c'est au niveau de tout ce qui est challenge type Cloudflare. On a besoin du canvas, on a besoin de ce genre de choses. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Par rapport à l'aspect blocage, fingerprinting, ce genre de choses, bon, ça c'est l'éléphant dans la pièce du web scrapping dont on ne parle pas. Donc clairement, nous on part de très très loin là-dessus, donc on s'en est pas occupé. Parce que quand comment dire, il y a plein de niveaux de détection qui existent aujourd'hui, que ce soit du fingerprinting TLS, déjà, ne serait-ce que ça. Donc nous, pour l'instant, on respecte rien, on utilise le TLS de Zig, donc on est très très loin de Chrome encore, de se faire passer pour des Chrome. Et ensuite, quand on exécute le JavaScript, ça augmente énormément la capacité de détection de ces outils-là pour savoir si on est Chrome ou si on ne l'est pas. Et donc, nous, le truc, c'est que ça s'appuie sur les Web API, l'implémentation des Web API pour détecter ça. Et on est tellement loin de tout ça que, honnêtement, même si on voulait implémenter Canvas pour commencer à résoudre ce genre de fingerprinting-là, on serait récupéré. On se ferait rattraper par la patrouille sur plein d'autres cas. Donc aujourd'hui, c'est pas on se pose pas la question en fait, honnêtement. Donc on préfère dire à des gens, essayez avec éventuellement des proxys HTTP pour avoir des IP propres, pour essayer de passer comme ça. Mais clairement, s'il y a un bloqueur qui est un peu trop puissant, on va pas résoudre le truc, quoi. Voilà, vaut mieux utiliser autre chose. Et la première partie de la question, c'était par rapport au... Ah oui, oui, ok. La gestion de cache, il n'y a rien. La partie interception, donc être capable de choisir si on va fetcher telle ressource ou telle autre, ça rentre dans le cadre de CDP. Donc c'est plutôt des choses qui sont implémentées au niveau Playwright, Puppeteer. Et donc avant d'exécuter une requête HTTP, on va envoyer cette info-là, enfin on va retourner un message et on va attendre le go ou le no-go en fait de Playwright ou Puppeteer pour l'exécuter. Donc ça viendra avec CDP. Pour l'instant, c'est pas encore implémenté non plus, mais ça pourra se faire sans trop de problèmes. Voilà. Il y a juste un truc que j'ai pas précisé, c'est que le projet est open source, donc il est dispo sur GitHub. Si vous êtes aventurier, vous pouvez le tester. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question derrière toi, Paul? Ouais, moi j'avais juste une petite question au niveau des performances par rapport au graphique. Tu montrais au début sur l'outil que vous utilisiez dans votre boîte, il y avait besoin de 8 serveurs. Là, avec Light Panda, tu as une idée à peu près? C'est encore un peu tôt pour comparer réellement. Alors, on a fait des tests sur notre démo, mais on est beaucoup plus rapide, mais en fait, on triche parce qu'on fait vu qu'on n'avait pas CDP d'implémenter, on fait des démarrages à froid. Donc, grosso modo, on rejoue le programme un certain nombre de fois. Et vu qu'on démarre beaucoup plus vite que Chrome, forcément, on est très très rapide. Après, pour l'instant, sur les tests avec CDP sur les premières versions, on est 4 à 5 fois plus rapide que Chrome. Mais bon, c'est pas forcément hyper représentatif parce qu'on n'a pas encore tout implémenté, etc. Mais l'idée, c'est d'être à la fois plus léger en termes de mémoire, etc. Et de croiser ça avec la vitesse aussi d'exécution pour avoir notre objectif, c'est d'avoir un facteur 10 par rapport à Chrome. Pour l'instant, on est plutôt dans les clous à ce niveau-là, mais il faut le prouver pour la suite, quoi. J'avais une question sur NetSurf. C'est juste un moteur de rendu? Non, c'est Rust qui est juste... c'est Servo qui est un moteur de rendu. NetSurf, c'est un navigateur complet. Mais du coup, là, vous avez implémenté la version headless de NetSurf ou non. Vous avez implémenté le moteur d'interprétation de JavaScript de NetSurf? Non, alors le moteur JavaScript, on a pris V8 qui est celui de Chrome. Est-ce que NetSurf a un moteur? NetSurf a un moteur JavaScript qu'on n'a pas utilisé.
Ce qu'on a utilisé de NetSurf, c'est la librairie qui fait le parsing HTML et c'est la librairie qui implémente le DOM en fait. Donc c'est une fois qu'on a parsé le HTML, on a un DOM NetSurf et donc on peut avoir les manipulations de DOM, insérer des nœuds, supprimer, etc. Donc ça, on utilise la librairie C de NetSurf. Et on a utilisé ça parce que NetSurf est codé avec des librairies assez indépendantes les unes des autres. Donc on a pu prendre uniquement ces parties-là de NetSurf qui nous intéressaient et pas prendre le reste, quoi. Ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que on ne peut pas vraiment faire ce genre de navigateur sans rendu graphique dans Chrome. On pourrait imaginer, je prends Chrome, j'enlève le rendu graphique et puis voilà, j'ai un super navigateur. Et en fait, dans Chrome et dans les autres navigateurs comme ça, le rendu graphique et le reste du fonctionnement est tellement imbriqué que en fait, c'est trop compliqué à séparer, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Plus ou moins. Merci. Une question. Ce sera la dernière question. Non, c'est pas ça. T'inquiète, ça marche pas sur le Minitel. Merci Pierre pour ta présentation. Dis-moi, tu sais Ben, donc tu as parlé, Ben était développé sous Zig. Tu dis que Ben utilise JavaScript Core. Et pourquoi t'es pas parti justement sur JavaScript Core? Parce que comme ça, tu as Fetch, etc., qui sont peut-être pas mal déjà implémentés ou C'est une bonne question. Je ne sais plus pourquoi on n'est pas parti par JavaScript. On voulait utiliser V8, c'était un des prérequis. Il doit y avoir une autre raison pour laquelle on n'a pas utilisé JavaScript Core, mais je ne pourrais plus la citer comme ça. Je ne sais pas si Ben n'utilise pas plus que JavaScript Core. Il n'utilise pas plus de choses de WebKit, en particulier sur les API natives. C'est des choses qu'on ne voulait pas réutiliser, mais c'est peut-être bien un truc comme ça. Voilà. Mais il faudrait que je revalide pour être sûr, quoi. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. Merci à vous.